Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques fables de Jean de La Fontaine. J'ai donc ce livre comportant toutes les fables de La Fontaine. Et je vais commencer par la fable 14 du livre 4e. Le renard et le buste. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle point. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point ?» Fable 10 du livre 5e. La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun, au bruit accourant, crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent? Du vent. Fable 20 du livre 5e. L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons pressés d'argent à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours, au compte de ses gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt de robes qu'une. Dindonneau prisait moins ses moutons que leur ours. L'heure à leur compte et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas,
il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous, car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands, de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. Fable 21 du livre 5e. L'âne vêtu de la peau du lion. De la peau du lion l'âne s'étant vêtu, était craint partout à la ronde, et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Chassa les lions au moulin. Force gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier fait les trois quarts de leur vaillance. Ah, le livre à la tortue. Fable 10, livre 6e. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont d'un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage ? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'hellébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux galantes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part et s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque son bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Fable 15 du livre 8e. Le rat et l'éléphant. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance, et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble, en un mot, beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre, qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat des plus petits voyait un éléphant, des plus gros, et raillait le marché un peu lent, de la bête de haut parage, qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper, ou plus ou moins de place, nous rendait, disait-il, plus ou moins importants. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Fable 17 du livre 8e. L'âne et le chien. Il se faut entraider, c'est la loi de nature. L'âne, un jour pourtant s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays accompagné du chien, gravement, sans songer à rien, tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit, l'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré, dont l'herbe était forte à son gré. Point de chardon, pourtant, il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat, et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre baudet s'en sut enfin, passer pour cette fois.
Le chien, mourant de faim, lui dit: Cher compagnon, baisse-toi, je te prie. Je prendrai mon dîner dans le panier au pain. Point de réponse. Mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdît un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin il répondit: Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée. Il ne saurait tarder beaucoup. Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient, autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit: Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et cours, que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire. On t'a ferré de neuf, et si tu me veux croire, tu l'étendras tout plein. Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède. Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide. Fable 10 du livre 9e. Le loup et le chien maigre. Autrefois, Carpillon fretin eut beau prêcher, il eut beau dire, on le mit dans la poêle à frire. Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main, sous espoir de grosse aventure, est imprudence toute pure. Le pêcheur eut raison, Carpillon n'eut pas tort. Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie. Maintenant, il faut que j'appuie ce que j'avançais lors de quelques traits encore. Certains loups, aussi sots que le pêcheur fut sage, trouvant un chien hors du village, s'en allaient l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. J'ai ne plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître marie sa fille unique, et vous jugez qu'étant de noces, il faut malgré moi que j'engraisse. Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient voir si son chien n'est point meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis. Il dit au loup par un treillis: Ami, je vais sortir, et, si tu veux attendre, le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant les loups en forme. Celui-ci s'en douta. Serviteur au portier, dit-il, et de courir. Il était fort agile. Mais il n'était pas fort habile. Ce loup ne savait pas encore bien son métier.
Fable 16 du livre 6e. Le cheval et l'âne. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois, celui-ci ne portant que son simple harnois, et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu, autrement il mourrait devant qu'être à la ville. La prière, dit-il, n'en est pas un civil. Moitié de ce fardeau ne vous sera que je. Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade, et reconnut qu'il avait tort. Du baudet, en cette aventure, on lui fit porter la voiture, et la peau par-dessus encore.